Bienvenue dans le débat de France 24. Haro sur les arômes, non aux cigarettes électroniques au goût aromatisé, hormis celles au tabac. Elles vont toutes être retirées de la vente aux États-Unis dans les prochains mois. Parole de Donald Trump. Le président américain entend ainsi contrer ce qui est vécu comme une véritable épidémie dans les collèges et les lycées, avec des conséquences parfois dramatiques. 6 personnes sont mortes, 450 gravement malades. Éléonore Vanel. Vapoter dans la rue sera peut-être bientôt de l'histoire ancienne aux États-Unis. Donald Trump envisage une interdiction des cigarettes électroniques aromatisées, alors que 6 personnes sont décédées cette année de maladies pulmonaires après avoir fumé des e-cigarettes. Et au moins 450 autres cas font actuellement l'objet d'une enquête. Nous savons qu'il s'agit d'une blessure chimique du poumon. Les gens doivent réaliser qu'à chaque fois qu'ils vapotent, ce n'est pas de la vapeur d'eau qu'ils inspirent, ce sont des produits chimiques. Il a été demandé aux utilisateurs d'e-cigarettes qui ont pour symptômes pneumonie, souffle court, toux, fièvre, fatigue ou encore détresse respiratoire de consulter un médecin. Les parents d'un des malades vapoteurs expliquent qu'ils n'ont pas entendu la voix de leur fils depuis plus d'une semaine. Le voir entouré de tous ces tubes et qu'il soit incapable de nous répondre, je ne souhaite à personne d'avoir à traverser ça. Ces dernières années, le vapotage est devenu de plus en plus populaire, notamment chez les jeunes, et beaucoup ne sont pas d'anciens fumeurs. La moyenne d'âge des 450 cas analysés est de 19 ans, une caractéristique qui interpelle les autorités. Il semble que ce sont les jeunes qui sont majoritairement touchés. Il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'une différence physiologique entre les personnes plus jeunes et les plus âgées. Ou peut-être que les plus jeunes vapotent des substances différentes, ou qu'il y a une autre raison qui expliquerait pourquoi c'est prédominant chez eux. Vapoter a longtemps été perçu comme une alternative préférable en termes de santé aux cigarettes traditionnelles, mais les effets sur le long terme sont encore largement inconnus. Faut-il bannir la cigarette électronique? On en débat à présent avec à mes côtés Linda Citruc. Bonjour, vous êtes médecin généraliste, rédactrice en chef de l'hebdomadaire Le Généraliste. Et également avec nous Amine Benyamina, psychiatre, addictologue, président de la Fédération française d'addictologie et vous enseignez à l'université Paris-Sud. Également avec nous, je salue la présence de Frédéric Bizard, économiste, spécialiste des questions de santé et professeur à l'ESCP. Et puis avec nous en direct de Grenoble, Sébastien Béziot, vous êtes vice-président de l'association Sovap, alors c'est #Sovap pour dire qu'on est vraiment dans la modernité, et vous êtes créateur du blog et du magazine Vapiou, auteur de Bienvenue dans la Vape qui sort mi-octobre. Alors on évoquera dans un instant avec vous justement les différentes manières de vapoter, mais peut-être d'abord ce qu'on sait de cette mystérieuse épidémie de maladies pulmonaires aiguës aux États-Unis. Est-ce qu'on en connaît la cause, Amine Benyamina? Est-ce que le lien avec les cigarettes électroniques est établi? Alors c'est un problème qui est intervenu aux États-Unis. C'est d'abord pas une épidémie, donc l'épidémie ça se transmet. C'est un phénomène qui arrive dans un groupe qui a pour dénominateur commun la consommation soit de la nicotine, soit des arômes dans un dispositif qu'on appelle la vape. Voilà ce qu'on sait. Le CDC, c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe des alertes épidémiologiques, et la FDA, l'organisme qui régule tout ce qui est médicaments, entre autres aux États-Unis, sont en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc c'est un phénomène qui pour l'instant est circonscrit, mais qui très clairement a pour dénominateur commun ce dispositif. Donc c'est tout ce que l'on sait. Ce sont des maladies qui, comme vous l'avez annoncé, tuent, puisqu'elles ont tué 6 personnes, ou bien c'est un problème qui tue, donc forcément ça doit nous alerter. Il y a un lien avec des substances cannabiques ou liées au cannabis. Il est question de THC notamment dans les substances qu'auraient inhalées les personnes qui aujourd'hui souffrent de ces troubles. Alors on a parlé de THC, d'huile, en effet. On a parlé de produits illégaux, c'est-à-dire non finalement vérifiés, ce qui serait peut-être une des pistes solides. Mais aussi on a parlé de personnes qui se sont qui sont allées acheter des produits qui étaient vérifiés auprès des structures qui avaient le label pour vendre ces produits. Donc on est vraiment dans le flou et c'est la raison pour laquelle il faut rester prudent quant aux décisions politiques qui doivent évidemment découler de cet état qui est clairement une alerte. C'est un détournement de l'utilisation des cigarettes électroniques vraisemblablement, Linda Citruc, ou bien on est bien dans l'usage courant qui peut donc toucher tout un chacun? Disons qu'en France, on a des normes, enfin en France et même en Europe, on a des normes concernant la cigarette électronique beaucoup plus strictes, semble-t-il, qu'aux États-Unis. On a des normes AFNOR et qui sont assez strictes. Une cigarette électronique, même si c'est pas commercialisé dans les pharmacies, reste un produit quand même contrôlé. Donc déjà en France,
on sera peut-être moins exposé, semble-t-il, qu'aux États-Unis à ce type d'incident. Pour autant, il est vrai que la communauté scientifique, sans du tout condamner la cigarette électronique dans son ensemble, parce que tout le monde, de toutes les façons, reconnaît au tabac des méfaits incalculables et absolument dévastateurs. Donc tout le monde est dans la stratégie du moins pire, Donc la cigarette électronique est préférable au tabac comme substitut au tabac. Absolument. Personne aujourd'hui ne va aller dire à quelqu'un « oui, je vous conseille de fumer une cigarette électronique » ou peut-être des hurluberlus ou des charlatans, mais en tout cas certainement pas un médecin irait dire ça. En revanche, et finalement les médecins généralistes, c'est la situation à laquelle ils sont le plus souvent soumises, reçoivent des patients qui, au décours d'une conversation, leur disent « nous, on a arrêté de fumer et on prend la cigarette électronique ». Je pense que l'immense majorité des médecins les encourage à rester là-dessus, mais surtout les encourage à arrêter de fumer. Les médecins et les médecins généralistes sont vraiment des professionnels qui induisent vraiment une réduction des risques, enfin encouragent à la réduction du risque. On a raison, Frédéric Bizard, d'encourager cette démarche au plan national. Ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, on a des signaux qui sont un peu contradictoires de la part aussi bien des pouvoirs publics que des professionnels de santé. Mais la politique de santé publique française est totalement en décalage par rapport à cette évolution-là, moi qui me semble extrêmement positive, qui est de passer de soit vous fumez et vous êtes à haut risque, soit vous fumez pas, c'est-à-dire c'est cessation ou rien, à une stratégie de gestion de risque. Mais ça, on y reviendra probablement. Donc, en effet, le vapotage, la cigarette électronique, et puis demain d'autres produits, puisque tout ça sont des solutions innovantes que les grands groupes ont décidé, d'abord des petits groupes, puis maintenant des grands groupes ont décidé de développer. Donc, ça me paraît être une évolution favorable. En revanche, le discours, de toute façon, vaut mieux n'importe quoi d'autre que le tabac tant qu'il y a moins de risques. Attention, parce qu'il faudrait quand même que la fabrication de ces produits-là soit quand même relativement encadrée. Le problème là, c'est que vous avez, sans rentrer dans la technique, que je ne maîtrise pas d'ailleurs sur ces produits-là, mais vous avez en gros des modèles ouverts et des modèles fermés. Les modèles ouverts permettent un petit peu à n'importe qui de jouer à l'apprenti sorcier et de mettre dans son réservoir ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours été un petit peu étonné de ces produits-là, ou tout du moins du manque d'encadrement. Donc ça, je pense qu'il y a, à mon avis, des éléments à voir d'encadrement de ce marché-là. Dernier point, les États-Unis ont un problème. C'est que les États-Unis ont plutôt été assez avant-gardistes dans la lutte contre le tabac combustible classique, et ils ont plutôt une prévalence inférieure à la nôtre et à beaucoup de pays européens. En revanche, ils voient depuis 2 ou 3 ans une explosion de la prévalence du vapotage chez des jeunes, qui démarrent par le vapotage. Alors, ça, évidemment, c'est quand même en matière... Non, mais ça, parce qu'on a déculpabilisé la consommation à force de la présenter comme une alternative. Non, mais c'est surtout que vous avez un groupe qui a acheté, qui a fait des investissements colossaux, qui a eu un succès énorme, et qui s'appelle Jules, et qui a fait beaucoup de qui a 75% de part de marché absolument sur ce marché, et qui a fait beaucoup de marketing pour attirer les jeunes. Mais ici, même en France, la cigarette électronique a plutôt bonne presse. Justement parce qu'elle est présentée comme un substitut. Oui, mais parce que la cigarette électronique aujourd'hui apparaît comme un outil de cessation avec des fumeurs existants. Ce que l'on voit, les études montrent aujourd'hui une chose un petit peu ennuyeuse, c'est que manifestement, elle peut être à l'origine de rechutes chez des anciens fumeurs. Donc, alors arrivent des nouveaux produits qui sont des produits de tabac chauffé, c'est-à-dire que vous n'avez plus la combustion, donc qui apparaissent comme avec un taux de conversion important. Bon, donc, à la fois, je suis d'accord, avec les spécialistes de l'addiction, il faut plutôt encourager ces produits-là, mais en étant vigilant, notamment sur la sécurité. Sébastien Béziot, est-ce qu'il n'y a pas un problème, effectivement, à promouvoir la cigarette électronique en ce qu'elle maintient l'addiction, voire même la stimule ou la crée chez des sujets qui n'ont jamais fumé jusque-là ? Il y a beaucoup de fantasmes autour de la cigarette électronique, que l'on préfère appeler vapotage. Aujourd'hui, aux États-Unis, certes, il y a un essor du vapotage chez les jeunes, mais en parallèle, il y a une baisse énorme du nombre de fumeurs. Moi, j'ai commencé à fumer à 12 ans. Je pense que si j'étais tombé sur une cigarette électronique à 12 ans, je ne suis pas certain que je serais ensuite passé déjà à la cigarette, et surtout que j'aurais fumé pendant 30 ans. Donc, c'est un sujet qui est vraiment complexe. Le message que je pourrais donner, moi, aujourd'hui, c'est
par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, il y a une confusion énorme entre ce qui s'est passé là-bas et la consommation quotidienne que l'on peut voir en France et même aux États-Unis. La recette d'un e-liquide, elle est très très simple. Et même quand les vapoteurs fabriquent eux-mêmes leur liquide à partir de bases, nicotine, d'arômes, il n'y a jamais eu de problème depuis 10 ans. Là, on est face à un problème de produits stupéfiants qui sont vendus au marché noir et qui vendus par des gens qui ne maîtrisent pas ces recettes très simples et qui ont voulu vendre d'autres produits. Donc les jeunes ont vapoté de l'huile. Est-ce qu'ils avouent à leurs parents qu'ils ont vapoté ces produits? Ça, on ne sait pas. Et aujourd'hui, c'est complètement... comment est-ce possible que depuis 10 ans, il y ait des millions de gens qui vapotent sans qu'il n'y ait jamais eu aucun problème, que d'un coup, en quelques semaines, les gens meurent? Il faut admettre qu'on doit être empirique sur le vapotage, parce qu'effectivement, il y a besoin d'études. Les vapoteurs, les associations comme nous ne cessent de dire. On veut toujours aller vers le mieux, des réglementations pour que les produits soient plus sûrs. Mais aujourd'hui, il faut quand même arrêter cette confusion. J'ai vu un reportage sur Donald Trump ce midi sur une grande chaîne de télévision. On avait l'impression que c'était les arômes qui tuaient. Non, les arômes ne tuent pas. Il s'agit d'autres produits. Quand on met de la morphora dans un verre d'eau, on ne va pas accuser du verre d'eau. Alors on va interroger justement le professeur Bertrand Dotzenberg qui nous a rejoint ici même en plateau. Bonjour, vous êtes tabacologue, ancien pneumologue et président de Paris sans tabac. Ce qui s'est passé, ces cas visiblement mortels aux États-Unis, et puis 450 personnes qui aujourd'hui font face à des troubles respiratoires graves, semble-t-il. Est-ce dû à un détournement de l'usage initial de la cigarette électronique qui serait donc par ailleurs inoffensive, ou bien y a-t-il encore des doutes à l'heure qu'il est, et donc besoin peut-être d'études supplémentaires et de recul pour connaître les effets réels de la cigarette électronique dans son usage courant? Il y a beaucoup de certitudes sur la cigarette électronique, beaucoup plus que sur la fumée du tabac. Je viens de passer la journée à la commission AFNOR que je préside. Clairement, là, il y a une communication aujourd'hui sur deux problèmes qui n'ont strictement rien à voir. Un, c'est les arômes qui attirent les jeunes. Et deux, c'est le mésusage de la cigarette électronique. Donc, je suis pneumologue. Les pneumonies lipidiques, je connaissais, parce qu'avant, les chanteurs d'opéra se mettaient ça sur les cordes vocales de l'huile. Ça allait dans le poumon et ça donnait ces pathologies-là. Et on retrouve, quand on fait un lavage alvéolaire dans les alvéoles, plein de gouttelettes de liquide dans les macrophages. C'était publié dans le New England et dans les journaux médicaux cette semaine. Et donc, c'est caractéristique de pneumopathie lipidique. Quand on met des lipides, donc de la graisse au niveau du surfactant, le surfactant, c'est un peu une bulle de savon qui est un petit peu comme vous faites des bulles de savon avec votre produit à vaisselle. Si vous mettez de la graisse dedans, les deux interagissent, la bulle de savon disparaît et le poumon s'effondre. Comme les nouveau-nés qui naissent très prématurés, ils n'ont pas de surfactant, ils font des maladies graves. Là, on détruit le surfactant très rapidement en faisant inhaler des lipides. Donc c'est donc une substance frelatée, pour résumer, qui a été vendue? Les gens ont pris les produits et ils achetaient du cannabis pour mettre dans leur cigarette électronique en trafiquant. Donc, il ne faut pas vapoter le cannabis. Mais une fois qu'on a fait ça, comme c'était pas très épais, pour épaissir un peu les produits, il y a un fabricant qui prenait de l'huile de vitamine E et de l'huile qu'il y a dedans, qui mettait ça dedans, comme ça c'était plus épais. Et les gens, les consommateurs, et surtout les consommateurs débutants, parce que les vieux se font un peu moins prendre, les toxicomanes, je ne veux pas dire toxicomanes à mon voisin parce qu'il va se fâcher, enfin les usagers réguliers de cannabis savent très bien que c'est un mauvais produit. Donc c'est pour épaissir, pour rendre plus joli le produit de cannabis qu'ils mettaient dans leur cigarette. Il y a un fabricant stupide, et par les réseaux Internet, ça s'est dit, tu achètes des capsules de vitamine E, tu ouvres la capsule, tu le verses dedans. C'est de l'huile dans le poumon. Il ne faut pas mettre d'huile dans le poumon. Quand on met de l'huile dans le poumon, que ce soit de l'huile biologique, d'olive, de l'huile, de n'importe quoi, ça fait ça. Et donc ça se fait jamais. Détournement d'usage, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas la vocation de la cigarette électronique, ni les substances vendues de manière régulière dans le commerce. Le problème de la cigarette électronique, c'est un produit très efficace pour délivrer au fond du poumon de la nicotine. Vous mettez 10 mg de nicotine dans une cigarette, il y en a 8 qui arrivent dans le sang. Quand vous prenez 12 mg dans une cigarette, il y en a un demi qui reste dans le poumon. Donc c'est très efficace. Si vous mettez une cochonnerie dans la cigarette électronique, ça va dans le poumon. Et il faut surtout pas de lipides dans les cigarettes électroniques, point. Mais ça ne veut pas dire que la cigarette électronique n'est pas un produit 100% inoffensif, c'est un produit irritant, il y a de la nicotine, et c'est un produit qu'il faut prendre si on est fumeur, ce n'est pas un produit pour les non-fumeurs.
Et pourtant, Amine Benyamina, pas plus tard qu'en juillet dernier, donc c'était il y a 2 mois, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estimait qu'on n'avait pas encore assez de preuves sur le fait que le vapotage est une aide indiscutable au sevrage, d'une part, pour ce qui est donc de l'addiction, et puis d'autre part que les systèmes électroniques d'administration de nicotine sont incontestablement nocifs. Voilà ce que jugeait l'OMS. Quel est votre avis ? On va revenir un peu sur cette polémique. L'OMS n'a pas écrit ça. C'est un texte beaucoup plus grand. On a eu une dépêche de l'AFP, tout le monde l'a dit, et qui a un peu résumé les choses. Je ne vais pas non plus renvoyer. Ces mots-là ne figurent pas dans le rapport ? C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. L'OMS a un jargon qui est classique, un jargon scientifique dans lequel il y a des éléments de prudence parce qu'on n'a pas encore les preuves, mais on a des présomptions plutôt positives. Alors ça s'est retourné sur un communiqué. On est bien d'accord, Bertrand, un communiqué dans lequel on a le sentiment qu'il y a haro sur la cigarette électronique. C'est pas tout à fait le cas. C'est pas même. Il n'y a pas de mise en garde de la part de l'OMS. Non, il y a une prudence en attendant que les résultats et les grandes séries sortent. On est sur des grandes séries qui vont arriver. Et donc, honnêtement, on n'est pas du tout sur cet esprit que l'OMS avait édicté. L'OMS a juste raison, un discours tout à fait différent de Sébastien Bezos qu'on a vu qui est un vapoteur. L'OMS, elle est prudente. Elle dit que le produit est toxique, on dit des produits nocifs. Je vous ai dit 2 fois depuis le début que c'était nocif et donc il ne faut pas le donner aux non-fumeurs. On est 100% d'accord. Elle dit qu'il ne faut pas utiliser ce produit pour faire la promotion du tabac. En France, c'est interdit. Qu'il ne faut pas l'utiliser dans les locaux clos et couverts. En France, c'est interdit. Et que pour l'arrêt du tabac, il y a des études qui montrent effectivement c'est intéressant, mais il n'y a pas de preuves suffisantes et c'est pour ça qu'on devrait une grande étude pour le faire. Donc je suis 100% avec le rapporteur OMS qui est favorable à la vape et qui recommande à tous les pays du monde d'appliquer la législation française dans leur pays. Vous êtes sceptique, Frédéric Bizard ? Non, j'écoute, puisqu'on a de grands spécialistes de la question. Quand vous lisez le rapport de l'OMS, vous avez quand même une surprise sur vraiment et c'est plus que des précautions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OMS considère, de ce que j'ai lu, qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour pouvoir recommander ce produit-là. Je suis 100% d'accord. Oui, non, mais moi, je ne suis pas un expert médical, mais en matière de stratégie de santé publique, ça me semble être fondamental, si vous voulez, parce que vous avez 2 stratégies possibles. Vous avez la stratégie française qui conduit les résultats mauvais qu'on a, qui est quand même de considérer que, de toute façon, la seule option, ou la principale option, c'est que les gens arrêtent de fumer. Bon, ce qui touche une partie des fumeurs, mais ce qui touchera malheureusement jamais autant les fumeurs. Et puis de limiter évidemment la fumée chez les jeunes. Bon. Quelle est la position de l'OMS ? Puis vous avez des positions, on va dire, plus anglo-saxonnes, plus actives, qui est de dire, évidemment, 1, il faut que les gens qui fument arrêtent de fumer, si possible. 2, il faut que les jeunes ne rentrent pas dans le tabac. Mais 3, il faut s'occuper de tous ceux qui sont la masse, qui sont malheureusement le noyau dur de ces fumeurs. Il faut s'occuper d'eux pour qu'ils aillent sur des solutions moins... Donc, quand même, je trouve que l'OMS est excessivement prudente sur ces recommandations-là, par rapport aux fumeurs, j'entends, par rapport à grand spécial, mais par rapport aux fumeurs, je trouve qu'elle est excessivement prudente. Mais voilà, moi, mon interprétation. Et malheureusement, on arrive à la fin de la première partie, mais vous aurez la parole, ainsi, bien sûr, que nos autres invités, Linda Citruc et puis Sébastien Béziot également avec nous dans un instant. Restez sur France 24. Retour au débat de France 24 alors que Donald Trump l'a annoncé aux États-Unis. Il entend interdire la vente de cigarettes électroniques au goût aromatisé. En cause, une série de décès survenus récemment. On en débat toujours avec à mes côtés Linda Citruc, médecin généraliste et rédactrice en chef de l'hebdomadaire Le Généraliste, avec le professeur Bertrand Dautzenberg, tabacologue, ancien pneumologue et président de Paris Sans Tabac, avec Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de santé et professeur à l'ESCP, avec Amine Benyamina, psychiatre addictologue, président de la Fédération française d'addictologie, professeur d'université à Paris Sud, et puis avec également depuis Grenoble Sébastien Béziot, vice-président de l'association Sovap et créateur du blog et du magazine Vapiou. Vous êtes l'auteur également de Bienvenue dans la Vape qui sort à la mi-octobre. Il faut le dire, Sébastien Béziot, il y a un problème qui est particulièrement prononcé aux États-Unis. On interrogera d'ailleurs nos invités également sur l'existence ou pas du phénomène semblable en France. Aux États-Unis, 1 lycéen sur 4 vapotait en 2019. C'est une augmentation très sensible par rapport aux dernières années. Est-ce que ce n'est pas là le problème des jeunes qui ne fumaient pas au départ et qui aujourd'hui se mettent au vapotage et donc à l'addiction, précisément à la nicotine ?
Les données sont contradictoires sur ce sujet-là. Oui, il y a plus de jeunes qui vapotent, mais comme je disais tout à l'heure, en parallèle, il y a immensément moins de jeunes qui fument. Donc il faut faire la balance entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, le produit mortel, sans aucun doute, c'est le tabac. Le vapotage, effectivement, le fantasme, c'est de dire que c'est une porte d'entrée dans le tabagisme. Aujourd'hui, ce n'est pas prouvé. Mais par contre, ce qui est démontré aujourd'hui quand on regarde les chiffres, et notamment aux États-Unis, c'est que c'est un rempart au tabagisme. Ça, c'est une réalité. Donc, on ne va pas évacuer le problème, évidemment. Il faut s'en préoccuper. Hein. Comme disait le professeur Donzenberg, et je suis tout à fait d'accord là-dessus, le vapotage n'est pas inoffensif comme n'importe quoi. N'importe quoi, même l'air qu'on respire n'est pas inoffensif. Donc de toute façon, jamais personne ne dira ça. Mais aujourd'hui, on est dans une balance des risques qu'il faut mesurer. Donc c'est un sujet compliqué, les jeunes, mais aujourd'hui, vraiment, il y a des données qui sont vraiment contradictoires et il y a une alerte qui est donnée et qui est vraiment confusante, quoi. Deux éléments peut-être dans ce que vous venez de dire. D'abord, Linda Citruc, la nicotine, c'est sans effet pour la santé ? C'est très bien toléré. On a des récepteurs dans le corps, dans le cerveau, à la nicotine. Donc, dire que c'est bien toléré, non. Du reste, quand on fume, on a tous, pour ceux qui ont fumé, en tout cas, le sentiment, la sensation de vertige, de tachycardie. Il y a des tas d'effets indésirables quand même à la nicotine. Mais ce n'est pas ce qui est dangereux. Pour les cerveaux en développement des jeunes, par exemple, ça pose pas un certain nombre de problèmes ? Voilà, on dit toujours les goudrons, c'est effectivement ça qui est nocif dans les cigarettes. Ça rend dépendant. C'est pas sans risque, et le risque est clairement le passage aussi à la cigarette. C'est ce que tous les gouvernements, enfin aussi bien Marisol Touraine, qui était quand même en poste quand la cigarette électronique a commencé à envahir la France, et qui a toujours été très prudente, là où les Anglais, en revanche, eux, ont été beaucoup plus téméraires et ont même fait des recommandations en faveur du vapotage. Marisol Touraine a toujours été très prudente. Agnès Buzyn, pareil. Pourtant, on se félicite véritablement de la baisse du nombre de fumeurs en France. Et il faut quand même rappeler qu'au dernier baromètre santé, là, en juin dernier, on enregistrait 700 000 fumeurs en moins depuis 2010 grâce à la cigarette électronique. Donc ça reste un outil intéressant dont les gens s'emparent spontanément. Voilà. Mais vous dites, contrairement à Sébastien Bégiot, que ça peut être une porte d'entrée vers la cigarette. Oui, parce qu'on devient dépendant à la nicotine. C'est votre avis également, Amine Benyamina ? Alors, je pense qu'il est utile et important de rappeler pour l'importance d'un dispositif comme la cigarette électronique. On est dans une pathologie essentiellement dominée par l'addiction, c'est-à-dire par l'appétence à un produit qui est le tabac, la nicotine, qui est extrêmement important. Donc on a un dispositif qui est venu, qui a bousculé les habitudes et qui nous a donné d'une certaine manière une leçon de réduction des risques. Ça a été évoqué mais pas dit. Donc on est sur quelque chose dans lequel on a... C'est vraiment le moyen le plus efficace d'arrêter de fumer. C'est-à-dire on a une balance bénéfice-risque qui pour l'instant malgré tout est plutôt vers le bénéfice que vers le risque. Et le fait que des jeunes expérimentent le vapotage avec ou sans produits nocifs, j'avais envie de dire, c'était presque inscrit dans la trajectoire de ce produit avec la popularité et le succès qu'il a eu. Donc c'est dans cet esprit qu'il faut percevoir. C'est presque statistique, quoi. Ça doit arriver sur une population. Les médicaments, la plupart des médicaments efficaces qui sont sur le marché sont là, tous détournés. Ensuite, on a des phénomènes, on le voit avec les opioïdes épidémiologiques qui nous permettent de voir plus ou moins des éléments qu'on met en place et des garde-fous et des corrections. Je pense que cette crise va entraîner probablement des corrections aux États-Unis qu'on a anticipées, comme le disait tout à l'heure Bertrand, par des mesures qui parfois peuvent être lourdes, mais qui dans ce cas protègent les Français. C'est bizarre. Il y a un problème dans la manière dont on commercialise au sens large ces substances, c'est-à-dire à la fois les lieux dans lesquels elles sont vendues, désormais les débits de tabac, mais aussi l'image qui est donnée à travers la communication qu'on peut observer sur les réseaux sociaux ou ailleurs.
Oui, la France a été assez surprenante en étant extrêmement libérale sur la cigarette électronique, parce qu'au début, alors en effet, des personnalités comme Professeur Zenberg, ils mettent des normes et tout ça, mais globalement, il y a eu, on a vu, je sais pas, il y a plus de 2000 magasins, c'est vendu un peu n'importe où. Bon, ça commence à rentrer un petit peu dans le champ, mais je crois qu'il faut prendre chaque pays différemment. Les Américains ont un problème aujourd'hui. Ils sont pas sortis du tabac, mais enfin, ils ont fait mieux plutôt que nous dans le tabac, mais ils ont quand même un problème aujourd'hui, c'est que ça leur explose à la figure chez les jeunes. Bon, maintenant, ce qui leur explose, c'est le mésusage de ces produits-là. Donc, il y a une question de sécurisation de ces produits, et les spécialistes vont s'emparer certainement de ce problème qui reste. En revanche, je vends, mais il y a un point important, parce que les experts vont dire c'est pas grave, il y a quelques morts, mais bon, tout ça, c'est du mésusage. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que en 2019, où vous avez une information immédiatement disponible, et en particulier chez les jeunes, moi, je suis père d'ado, en fait, ça risque d'avoir un impact, et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, pas le repousser d'un revers de main, mais être le plus transparent et le plus précis possible sur les risques, la dangerosité, la bonne utilisation de ça. Sinon, on risque d'avoir un retour en arrière avec des gens qui reviennent au tabac combustible. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on comprend quand on écoute rapidement, parce que c'est l'ère du zapping, c'est que, attention, c'est mortel. Oui, bon. C'est pas bon, absolument. En France, c'est le risque. Le baromètre santé dont parlait Linda Citrus tout à l'heure montre que les Français, en 2017, ont plus peur de la toxicité de la cigarette électronique qu'en 2014. La FDA aux États-Unis a montré que plus on a peur de la cigarette électronique, moins on s'arrête de fumer. Donc là, on a un système où la peur, les fake news font des morts parce que les fake news détournent les gens de l'arrêt du tabac. Alors après, pour l'arrêt du tabac, il n'y a pas que la cigarette électronique, il y a les substituts nicotiniques, il y a la ranitidine. Moi, quand je vois des patients en consultation, ils se retrouvent tous avec un patch de 3 patchs, des cigarettes électroniques, des comprimés et tout. Je leur fais je nourris leurs récepteurs nicotiniques avec tous les meilleurs récepteurs, la meilleure nicotine qui existe. Et c'est très important que la cigarette électronique soit bonne. Si la cigarette électronique, elle n'est pas bonne, elle n'est pas prise. Il y a une étude qui a été faite en début d'année où les Anglais ont comparé patch plus gomme et cigarette électronique. La cigarette électronique marche 3 fois mieux. C'est pas parce que la nicotine qui est dedans marche mieux. C'est parce qu'avec la vape, 3 mois après, la moitié en prenait. Avec les patchs, en les laissant comme ça, au bout de 20 jours, la moitié n'en prenait plus. Donc à partir du moment où on compare 3 mois de nicotine bien faite à 20 jours, 3 mois, c'est meilleur que 20 jours. C'est logique. Mais le tabac est mortel sur le long terme. On ne peut pas aujourd'hui statuer sur les effets à long terme de la cigarette électronique, qu'on peut penser avec des effets plus faibles. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'études. Enfin, on peut le suggérer, y compris la FDA. En revanche, ce qu'il faudrait essayer un petit peu de préciser, c'est les effets à court terme. Quel est le danger à court terme ? Encore une fois, quand vous avez des ados où c'est l'âge de l'insouciance, moi, quand je vois ces modèles ouverts où vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dedans, moi, je suis assez étonné de ça et finalement pas très étonné qu'il y ait des accidents. Donc, est-ce qu'on ne peut pas un petit peu réguler ça de façon à ce qu'il y ait une sécurisation dans la fabrication de ces produits. Et réguler peut-être aussi la commercialisation. Vous êtes pour ce qu'on voit avec Juul, par exemple, c'est-à-dire cette marque qui a mis finalement tous les moyens pour être populaire auprès des jeunes. Il y a des défenseurs du Juul, il y a des détracteurs du Juul. Les défenseurs du Juul disent que c'est un dispositif qui est révolutionnaire, petit, qui aux États-Unis... Qui est très pratique, parce que c'est vrai que la cigarette électronique, ça demande de la manipulation. Voilà. Or, Juul permet de l'utiliser facilement. Et qui délivre une quantité de nicotine importante, jusqu'à 50%, qui n'est pas le cas. Voilà. Et qui n'est pas le cas en France. On joue de l'addiction. Voilà, et qui, pour les grandes tabagiques, il leur suffit de consommer très peu pour pouvoir avoir leur dose. Donc, et d'autres qui vous disent non, parce que Jules a une pratique de ciblage et de marketing extrêmement agressif vis-à-vis des jeunes. Donc, on voit toujours, à chaque fois, on a les revers des deux éléments. Pour rassurer simplement ceux qui nous écoutent, le phénomène actuel aux États-Unis va probablement générer un peu plus de cadres. Aux États-Unis, qui est des prescripteurs de tendance de fait. Ce que nous avons anticipé, je le rappelle ici, et ce qui est important, c'est que je reviens sur ma marotte, c'est qu'on a affaire à un bénéfice-risque qui, malgré tout reste du côté du bénéfice. Vous déplorez que des villes comme San Francisco, comme Richmond interdisent la cigarette électronique partout ? Si je prends un exemple historique... Légalise le cannabis et interdit la cigarette électronique. Bien sûr. Si on voit, il y a deux exemples qui peuvent nous donner des enseignements importants. C'est tout l'avènement de la substitution pour les opiacés en France. On a été les premiers en 95-96. En 96, on a sorti rapidement des ordonnances pour que la plupart des patients toxicomanes, je le dis, puissent bénéficier d'un traitement substituant dans une politique de réduction des risques. On a vu que le modèle français est un modèle qui s'exportait partout. On a vu les effets pervers après du détournement de ces produits. Des opiacés. On le sait.
Pareil pour les antalgiques, pareil pour un certain nombre de choses. Il y a des phénomènes de correction qui ne peuvent s'anticiper, mais qui permettent d'avancer de manière très intelligente. Ça veut dire qu'il faut adapter en permanence les politiques publiques. Mais moi, je pense que de toute façon, encore une fois, même il y a trois choses que je pense qui me paraissent évidentes. Un, c'est essayer de réduire cette consommation, de faire sortir un maximum de gens du tabac, éviter qu'il y en ait qu'il y ait des jeunes qui en. Et la troisième chose, c'est de donner. Moi, je sais pas comment c'est-à-dire qu'il faut avoir la cigarette électronique honteuse. Non, la troisième, elle est d'informer l'ensemble des citoyens sur l'existence des solutions à moindre risque. Bon, il y a des fumeurs, enfin, toujours l'impression qu'on va faire arrêter de fumer. Il y a énormément de fumeurs. Je ne serais pas surpris qu'il y ait 8 à 10 millions de fumeurs en France qui n'ont pas la vocation à arrêter à moyen terme. Donc, cela, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait, cela ? Est-ce qu'on les aide à réduire leurs risques ? Aujourd'hui, il y a des outils, il en arrive d'autres. Voilà, moi, je crois que c'est pas très clair en matière de politique de santé publique contre le tabac. On a des excellents experts, mais en termes sur le plan de la politique, aujourd'hui, c'est pas très clair. C'est un peu comme l'OMS. Peut-être un élément supplémentaire pour un élément supplémentaire à mettre au bénéfice de la cigarette électronique, c'est que c'est le seul dispositif qui finalement reproduit le geste de consommer du tabac et qui est un geste extrêmement important, qui est très addictif et très conditionnant, le fait de tirer. Et on le sait pertinemment pour les tabacologues, il y a le volet évidemment substitution pour pouvoir donner sa dose de nicotine, mais tout le gestuel autour, et la cigarette électronique est la seule à pouvoir le faire. Sans compter que la Joule dont on parle tant a, pour les utilisateurs en tout cas, le bénéfice d'être joli. Oui. C'est beaucoup plus joli qu'une cigarette électronique standard. Voilà. C'est esthétique, c'est petit, on le met au fond du sac pour les femmes, et effectivement la reproduction du geste. C'est des éléments. Et puis c'est des sels de nicotine qui sont absorbés différemment. Mais tout ça favorise le geste, mais favorise aussi la première prise de nicotine, encore une fois, pour des populations qui n'y avaient pas accès. La Joule, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, et les jeunes Français, ils en prennent un, ils s'échangent à 50, mais ils vont pas l'acheter. Ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte moins cher d'acheter une autre cigarette électronique. Pour l'instant, la cigarette, quand on parle de réduction des risques ou d'addiction, etc., les gens veulent raisonner blanc et noir, et la vérité, elle est grise. Et donc là, le tabac, c'est gris très très foncé. La cigarette électronique, c'est gris clair. Les signaux donnés en tout cas par les pouvoirs publics. Je voudrais dire aussi, contrairement à ce que vous laissez croire, que la plupart des gens qui s'arrêtent de fumer, que je vois en consultation aérienne, ils fument, ils passent à la cigarette électronique et au substitut nicotinique, au Champix, n'importe quoi. Et puis au bout de 3 mois, ils n'ont plus de récepteurs nicotiniques, parce que quand on n'a plus de pic de nicotine, les récepteurs nicotiniques baissent et après ils arrêtent tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ex-fumeurs, ex-vapoteurs en France qui ne sont pas bien comptés. Mais si on prend les données européennes, où là c'est compté pour la France, il y a quasiment un tiers des vapoteurs qui sont ex-fumeurs, ex-vapoteurs. Donc vous dites que la cigarette électronique ne perpétue pas l'addiction? Mais non, il y en a plein. Moi, ceux que je vois pour arrêter de fumer, là, 80% de ceux que je vois, à 6 mois, ils prennent plus la cigarette électronique, sauf quand ils vont dans des soirées où il y a plein de fumeurs pour se défendre un peu. Parce que quand on se retrouve ancien fumeur récent avec 3 fumeurs autour de soi, on sort son truc, ça vous protège. Est-ce un hasard, en tout cas, le fabricant britannique, British American Tobacco annonce la suppression de 2300 emplois. Ce n'est que le dernier à le faire chez les grands cigarettiers mondiaux, puisque Japan Tobacco l'avait fait également début septembre. On voit des réductions d'effectifs, y compris chez Philip Morris et Altria. Sébastien Béziot, vous avez l'impression peut-être, et si, alors peut-être que là on est dans le complotisme le plus total, et si le lobby du tabac avait fait pression aussi aux États-Unis pour essayer d'écarter un rival, en l'occurrence la cigarette électronique? Le tabagisme ne rapporte pas que à l'industrie du tabac. Il y a beaucoup d'autres industries qui gagnent grâce au tabagisme. Donc il n'y a pas qu'un lobby qui agit sur les décisionnaires. Pour revenir sur la discussion qu'il y avait avant, il faut bien comprendre la dimension du plaisir en fait. Quand on fume pour se faire plaisir. Au départ. Alors c'est un plaisir à géométrie variable qui va de la bonne cigarette qu'on a hâte de fumer au simple soulagement quand on a vraiment envie de fumer, quand on est triste, quand on est heureux, ça décuple. Et le vapotage, c'est quelque chose de complètement inédit. Donc il y a des gens qui vont passer au vapotage pour arrêter toute forme d'addiction, de dépendance, parce que c'est bien de faire une différence entre l'addiction qui fait du mal et la dépendance qui ne fait pas forcément du mal. Donc il y a des gens qui veulent tout arrêter, se libérer d'une certaine forme de dépendance, et mortelle quand il s'agit du tabac. Et puis il y a des gens qui veulent simplement consommer
une certaine forme de conserver le plaisir, conserver le geste, conserver ce gratouillis qu'on a dans la gorge, conserver ce simple moment de détente qu'était la cigarette, mais en passant à la cigarette électronique, le vapotage qui va être beaucoup moins dangereux. Donc il y a vraiment beaucoup de profils différents de consommateurs, et surtout comprendre que c'est un nouveau monde en fait. C'est pas un médicament, c'est un produit de consommation courante qui n'a rien à voir. Moi j'ai l'habitude de dire, et puis c'est le professeur Dotzenberg qui m'a dit ça une fois, il m'a dit de toute façon à partir du moment où on passe au vapotage et que l'on ne fume plus, on élimine tous les risques de la cigarette puisqu'on ne fume plus. Après la question est de savoir c'est quel risque l'on prend en vapotant. Et là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et tout le monde est d'accord pour effectivement regarder ce qu'il en est en termes de risques individuels et en termes de risques collectifs, santé publique, au niveau de la population. Linda, oui, vous vouliez dire, Frédéric Jean ? Non, je pense qu'on va pas passer l'émission là-dessus, mais la stratégie industrielle est importante à essayer d'imaginer en matière de perspective. Les laboratoires aujourd'hui, les industriels du tabac savent que globalement, dans les pays développés, l'histoire du tabac, c'est plutôt du tabac combustible, c'est plutôt derrière elle. Bon, donc maintenant, c'est des groupes qui sont importants, qui sont en train de racheter tous les groupes type Jules et tout ça qui font des produits de substitution. Mais est-ce qu'on va... Je regardais justement sur l'Agence nationale de sécurité des produits de santé. Elle s'est dit plutôt favorable à pouvoir étudier des dossiers qui seraient soumis sur la cigarette électronique pour savoir s'il y aurait une AMM. Vous imaginez qu'aujourd'hui, vous avez une ouverture, et ce qui est intéressant, je ne le crois pas du tout, des pouvoirs publics qui dit finalement, si les industriels du tabac ont des produits pour protéger la santé publique, on sera capable de les regarder et de les considérer éventuellement comme un médicament et de les vendre uniquement en pharmacie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez, certainement pas tous, mais certainement vous avez des industriels derrière qui vont devoir changer de logiciel et finalement passer d'un modèle où anti-transparence, le secret, je combats tout ce qui sort et qui montre que la cigarette combustible est nocive, ce qui était quand même la stratégie qu'ils avaient. Certains parlent de négationnisme. À plutôt une chose, il faut que j'ai une logique un peu plus proche de l'industrie pharmaceutique, que je sois pro-scientifique, pro-étude et que je montre qu'au contraire que c'est pas sans danger, mais plutôt que ça améliore la santé publique. Avec parfois des mêmes méthodes de lobbying. D'ailleurs, c'est peut-être le point commun entre l'industrie pharmaceutique et les industriels du tabac. Linda Sittruck, on peut imaginer effectivement que demain, ceux qui ont prospéré finalement dans le culte du secret, parfois en empoisonnant, peut-être consciemment même des populations entières, se transforment en entreprises bien avec une vocation dans la santé publique. Ce serait merveilleux. Ça semble encore... on est quand même un peu loin du compte, mais pour revenir sur l'AMM d'une cigarette électronique. Alors c'est vrai que c'est tentant, on se dit que les médecins n'hésiteraient plus à la prescrire, enfin en tout cas encouragerait encore davantage la cigarette électronique, ce serait contrôlé, on saurait combien très exactement il y a de nicotine, il y aurait probablement plusieurs dosages. Enfin, je pense que ce serait plus simple à utiliser et donc ce serait assez tentant. Mais enfin, en même temps, ce qui est probablement bien, c'est que tout le monde puisse s'emparer de la cigarette électronique. Et je rejoins de ce point de vue-là l'avis de Monsieur Benyamina et tout à l'heure on en discutait. Et c'est vrai qu'il faut que tout le monde puisse y avoir accès parce que si on réserve ça à des médecins et aux pharmacies, on en perd beaucoup. On en perdrait beaucoup de personnes qui l'utiliseraient. Pas la démarche d'acheter des cigarettes électroniques. Je vais vous répondre à votre question. Oui. Si les industriels de la cigarette ou du tabac avaient simplement pour vocation d'empoisonner les gens, on le saurait. Ils ont pour vocation de faire de l'argent. Et si la vertu rapporte plus que la mort, ils opteraient pour la vertu. Donc c'est ce qu'il faut avoir en tête. Les conséquences ce sont à mon avis des éléments. N'est pas d'accord. Les industriels du tabac veulent pas que les gens meurent, mais ils veulent les rendre addicts. Ils inoculent dans le cerveau des adolescents des récepteurs nicotiniques en train de prendre des pics de nicotine, comme ça toute leur vie ils vont donner de l'argent. Les documents de l'industrie du tabac il y a 50 ans disent notre métier c'est d'inoculer la dépendance tabagique
aux teenagers, sinon notre marché est foutu. Et maintenant, ils servent aussi la cigarette électronique pour faire la promotion de leurs produits et la promotion aussi des tabacs chauffés qui sont un peu des trucs intermédiaires en jouant sur la confusion, mais un produit qui brûle. Si, comme vous l'avez dit vous-même, la cigarette électronique n'entretient pas la dépendance, est-ce qu'il ne faut pas craindre que demain on en modifie la composition justement pour maintenir cette dépendance? Pour l'instant, moi je suis pour la fin du tabac. Le tabac diminue en France. Aujourd'hui, on a les chiffres, on a moins 9% par rapport à l'an dernier. Dans 15 ans, il n'y aura plus de cigarettes en France. Et dans 15 ans, quand il n'y aura plus de cigarettes en France, je me battrai contre la cigarette électronique. Comme c'est un produit que pour les fumeurs, s'il n'y a plus de fumeurs, il ne faut plus de cigarettes électroniques ou en prendre pour mettre de l'insuline, de l'héparine et des traitements qu'on pourra mettre au fond du poumon. Je pense malheureusement, quand je vois les prévisions, en 20 ans, j'espère, j'en rêve, mais je ne pense pas. La Nouvelle-Zélande est un très bon exemple. Ils sont arrivés, c'est probablement le pays qui a eu la politique la plus stricte, la plus efficace contre le tabac. Ils sont à 15% aujourd'hui. Et en fait, ils se disent on aura beaucoup de mal à aller plus loin. Donc si vraiment demain, on veut faire un saut qualitatif important, il faut finalement qu'on passe à tous ces substituts-là, à toutes ces solutions alternatives et qu'on les encourage. En contrepartie de quoi, on va demander, je ne sais pas si ça marchera, mais aux cigarettiers de ne plus commercialiser le tabac combustible. Ils sont en train de faire ça. Ils ont parié qu'en 2025, il y aurait un monde sans fumer. Le tabac non fumé qu'ils font, d'abord, il fait de la fumée, les icônes qui vendent partout avec plein de publicité, sans payer de taxes, en gagnant beaucoup d'argent. Ça, autant la cigarette électronique est un produit sain, autant le tabac chauffé est un truc... Et c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup. Merci à vous, Bertrand Dotzenberg. Merci à Linda Citruc, à Amine Benyamina, à Frédéric Bizard, ainsi qu'à Sébastien Béziot. On continue.